ici. Et relevé. Voilà. On m'a donné ce premier document, une photo extrêmement basique. C'est un chancel, c'est-à-dire une fenêtre aveugle qui reçoit un ex-voto ou des armoiries. Et il faut la refaire à neuf. Elle est en calcaire qui est très 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 abîmée. Et sur place, après une investigation, je remarque qu'elle a été ravalée, c'est-à-dire bien rafraîchie au XIXe siècle à l'outil, supprimant plusieurs détails. Voilà les profils de moulure que je peux relever sur le site, avec différents types d'éléments, vous voyez. L'archivolte, les jambages qui sont ici, l'appareillage sans détail. Ici, j'ai trouvé des traces au milieu de la présence d'un lion, qui correspond aussi aux armoiries du seigneur qui habitait là et qui a été fondateur du château en 1414. Voilà, sur la table. Voilà. Donc après, je fais un plan assez détaillé de l'ensemble des appareillages. Je localise toutes les parties à remplacer. Ici en bleu, nous avons le fameux chancel. Et ce chancel, j'en ai fait le plan d'exécution qui me permettra après d'en faire le gabarit. Voilà. Le plan d'exécution avec les différents détails des bases, les profils de moulure avec les bases, les archivoltes, les détails sur les pénétrations de moulure avec leur hauteur, la superposition ici des pinacles que l'on va retrouver ici. Vous voyez, il y a toute cette ligne de pinacles, elle va se retrouver reportée sur ces différentes vues qui vont permettre de reconstruire ces pièces. Alors de là, je vais faire des gabarits, des patrons à l'échelle. On va retourner voir. Là. Alors, les gabarits du chancel. Donc, après avoir fait les panneaux, les purs que vous avez vus, eh bien, il y a une phase maintenant des plus délicates, les plus compliquées qu'il puisse y avoir, qui est celle des panneaux, grandeur nature, qui vont permettre de passer à l'exécution. Et ces gabarits doivent être d'une rigueur et d'une précision vraiment extrême. Voilà par exemple les panneaux du pinacle qui sont là-bas derrière la maquette, les deux petits clochetons, là, les petites flèches. Alors on va prendre, vous allez voir, voilà les gabarits, ici pour le chancel, pour l'appui qui est ici, avec sa frise. Voilà le dessin de la frise, ici, le dessin de la frise. Après, on va passer son profil, le profil de moulure et la situation de la sculpture. La masse ici représente les culs de lampe qui sont aux extrémités. Alors, on va revenir sur le pinacle, parce que ça c'est pas mal. Les bases. Pour ce chancel, il y a une cinquantaine de panneaux, c'est-à-dire de gabarits nécessaires pour son exécution. On va regarder ça.
Vous allez voir, c'est un petit jeu assez mignon. Tac. Tac. Là, c'est le fleuron. Le fleuron, toujours. Archivolte. Voilà. Là, vous avez le panneau d'implantation, toujours pour la pièce d'appui. La frise sculptée est ici en dessous. Et là, vous avez la pénétration des pinacles avec les jambages et le fond de niche et le lion qui sont là. Alors, pinacle. Voilà une copie du croquis. Une copie du croquis du pinacle. Quelques détails qui sont tirés de l'épure générale. Avec ça, voilà les gabarits grandeur nature des pinacles. Vue de face, voilà, des deux pinacles. Et nous avons la vue. Ici, la vue de profil. Là. Alors, ce que vous pouvez constater sur la pierre terminée, c'est qu'il y a plusieurs étages avec une pénétration ici à la base de toute la partie basse où on a deux carrés qui s'emboîtent avec l'apparition des arêtes. Et donc les gabarits nécessaires pour ce genre de choses, eh bien, vous allez voir, voilà. Voilà le type de gabarit avec la pénétration de l'archivolte qui arrive dans le pinacle. Ici, nous avons les petits pinacles qui sont en pénétration avec les différents gabarits. Vous voyez, nécessaires. Alors, on va prendre, ça c'est le droit, on va prendre le gauche puisqu'on est sur le mètre. Alors, voilà la pénétration du pinacle qui va venir dedans. Et nous avons les différents étages de ce pinacle. Vous voyez, par exemple, toc, toc, toc. Il ne faut pas se mélanger les pédales. Alors ça, c'est une partie, et ça pour arriver à ce que nous voyons ici. Okay. Pour arriver à ce que nous avons ici, où nous avons les différents niveaux de pénétration des pinacles qui sont en dessous, que nous allons voir l'appui, et je vais vous montrer l'appui fini. Alors, nous allons passer dans la grange. Je vais chercher ici, ouais. Ouais. Donc voilà le chancel et les pinacles qui sont ici, vous les avez vus dans l'atelier, l'appui avec la frise sculptée et l'archivolte et le fleuron qui sont rangés précieusement sur un côté. Là nous attendons le feu vert pour aller le mettre en place. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Et vous voyez les démarches depuis le relevé, l'identification et le repérage et la reconstitution des éléments de moulure. Il y a une phase d'archéologie toujours très importante dans notre métier lorsqu'on le mène correctement. Et puis après il y a tout le travail de tracé, d'épure, de gabarit et jusqu'à l'exécution. Mais c'est pas fini parce qu'après il y a la pose, et la pose d'un élément comme celui-ci est très 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 délicat. Très délicat. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors, lorsque j'ai pris ce travail, le lion n'existait pas. Il y avait un fond qui était peint avec
une couleur bleue qui donnait des motifs gothiques, et un examen très très minutieux du fond m'a permis de déceler l'emplacement d'une sculpture. En faisant les contours de cette sculpture, j'ai pu remarquer qu'on avait là une forme particulière. Ici, nous sommes sur un chancel, c'est-à-dire un ex-voto ou les armoiries d'un seigneur. Nous sommes sur un château princier au XVe siècle. En 1414, le propriétaire de ce bâtiment était ministre à la cour de Bretagne, une des plus grandes familles de la noblesse bretonne, et qui avait beaucoup de possessions sur le pays nantais. Et leurs armoiries, c'est un lion. Les descendants de cette famille vivent toujours et sont toujours propriétaires de ce château. Donc sur leurs armoiries, j'ai pu constater qu'il y a un lion, mais c'est un lion héraldique du XVIIIe siècle. Or là, nous sommes en 1414. Donc le lion qui avait été sculpté à l'origine était un lion de 1414, un lion spécifique à la noblesse bretonne. Alors, le choix de ce modèle, en fait, il est venu parce que j'ai conservé ici un blason des armoiries de Bretagne qui était sur une tour de la cathédrale de Nantes. C'est lors de mes travaux, des travaux auxquels j'ai participé sur la cathédrale de Nantes, dans les reins des voûtes, qui avaient été construites au XIXe siècle, nous avons trouvé énormément d'éléments de la tour de la croisée du transept. Et nous savons par les archives qu'en 1414, le haut de la tour a été refait après un orage, après un éclatement de la foudre. Et nous avons des dessins et photographies d'avant la démolition, à la fin du XIXe siècle. Sur cette tour, il y a 2 blasons par face, des armes de Bretagne, avec 2 lions qui encadrent l'écu de Bretagne, et l'écu de Bretagne est couronné par la couronne ducale et une hermine au pied. Le lion que j'ai conservé, qui a été fait en 1414, est exactement sur ce modèle. Donc j'ai repris le même modèle pour faire celui-ci, pour être vraiment dans le ton de ce que l'on pouvait trouver en 1414. J'ai une correspondance dans le négatif avec ce qui existait, les traces qui existaient sur place. Est-ce que c'était vraiment celui-là? Je ne sais pas. Par contre, il y a un petit côté assez amusant, c'est qu'en héraldisme, le lion, lorsqu'il est de face, il est léopardé, c'est-à-dire qu'il est diminué de noblesse. D'autre part, la queue entre les jambes, il est coire, ce qui n'est pas très glorifiant. Seulement si, je me suis dit que si, alors que la Bretagne était au plus fort de son indépendance, c'était un pays riche, puissant, et très 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 bercé sur les arts, si nous avions 8 lions comme ça, sur la tour de la croisée du transept, encadrant les armes de Bretagne, c'est qu'il y a une autre définition héraldique qui a disparu ou qui était propre à la Bretagne. Et donc j'ai repris le même motif, qui est évidemment, je pense que sur les armoiries de Bretagne, il n'était pas diminué de noblesse et il n'était pas coire, connaissant l'âme bretonne et la fougue de son armée lorsqu'il y a eu des escarmouches avec la France. Donc voilà le type de travail que l'on retrouve. Avec ici en bas un petit laireau, la tête d'un laireau, qui est le symbole que je mets, enfin qui est ma marque de fabrique. Et lorsque je fais des feuillages, je mets toujours la tête d'un laireau. Puis nous trouvons ici alors différents types de sculptures qui n'existaient plus, mais un long travail de démarche, de recherche sur le tempérament du personnage
qui avait fait la sculpture au XIVe siècle, m'a amené à apprécier sa jovialité, sa bonne humeur, parce qu'il avait des mouvements dans ses feuillages qui étaient le fruit vraiment d'une grande force et d'une grande vigueur d'esprit. Et dans l'esprit du XVe siècle, lorsqu'on fait un travail comme ça, il n'est jamais sec, il n'est jamais sobre de simple feuillage. On y retrouve des choses. Bon, dans l'archivolte ici, nous avons du chou qui apparaît sur le dessus de l'archivolte. Et évidemment, dans le chou, qu'est-ce que l'on trouve? Des escargots, des limaces. Nous avons une vigne qui court sur le dessous de l'archivolte. Cette vigne démarre ici de la bouche d'un lézard, atterrit dans la bouche d'un petit bonhomme avec sa chope ici. Nous avons un autre ici dans la tête, sort d'une barrique. Et évidemment, dans la vigne, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve un merle, on trouve des abeilles. Et puis dans les pinacles, comment finir les fleurons? Eh bien, les fleurons, c'est l'endroit privilégié au Moyen-Âge pour y dissimuler des personnages anthropomorphes ou des petites figurines, des petites chimères. Là, ici, on en voit un qui tire la langue en réponse à un petit diable ici qui tire la langue. Nous avons ici un autre personnage qui, lui, a des lunettes, parce que nous sommes, je l'ai fait au XXe siècle. Ici, nous sommes avec un barbu qui fume la pipe. Allez donc savoir pourquoi, peut-être une signature du sculpteur. Et puis en face là, nous avons Jean qui rit et Jean qui pleure, qui sont deux personnages nantais bien connus, qui sont aussi sculptés à Nantes, dans le quartier de Cré. Donc voilà. Il y a également un énorme travail de recherche. Alors pour reconstituer ces bases qui avaient quasiment disparu, j'ai pu me fier à la masse de ce qui existait et aux pénétrations lorsque le ravalement a été fait au XIXe siècle et qu'ils ont modifié la moulure. Ils n'ont pas touché au fond de moulure, sans doute parce qu'ils étaient très pressés ou qu'il y avait, comme on dit, le patron ne chie pas l'argent. C'est-à-dire, en tout cas, c'est un travail très bâclé, très bâclé, mais qui a permis de sauvegarder toutes les pénétrations de moulure dans la pierre d'origine, ce qui m'a permis de reconstituer la moulure existante avec une très grande fidélité. Donc voilà pour le chancel. Okay.